bonjour et bienvenue à une autre production de Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. J'espère que vous êtes bien installés. Et cette émission, ce matin, on parlerait certainement de l'insécurité alimentaire et puis de la sécurité sociale. On reçoit à notre émission donc Monsieur Armand Kayolo, qui est chercheur autonome et également très impliqué au sein de la communauté de la région de la capitale nationale. Bonjour, bienvenue à l'émission Armand. Bonjour Jean-Marie. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Et avec vous, on voulait aborder le domaine de l'insécurité alimentaire et puis la sécurité sociale. Deux domaines dans lesquels tout le monde, au sein de la communauté, on jongle avec, mais dont ces deux domaines distincts, mais tellement reliés. Ben, il faut d'abord souligner et préciser que Armand Kayolo est l'ancien directeur général de Moisson Outaouais, Oui. un organisme qui tout justement œuvre dans la sécurité, la lutte contre l'insécurité alimentaire. Mais Armand Kayolo, depuis un certain temps, a pris congé de ses fonctions à Moisson Outaouais et qu'actuellement, je suis un chercheur autonome. Et le champ de mes recherches, c'est la sécurité sociale et l'insécurité alimentaire. Ce sont deux domaines très importants. Vous comprendrez d'où je viens. Oui. Et actuellement, du point de vue profession, je suis professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa, à l'école de travail social. Oui. Donc, et ce sont les enjeux, les thèmes, les domaines d'expertise dans lesquels vous êtes en train de développer des connaissances et sur lesquels vous œuvrez. C'est ça, je fais ces recherches parce que j'aimerais écrire là-dessus. Oui. Je suis donc engagé là-dedans. Et puis, pour le moment, c'était dans le cadre de votre émission Vivre Ensemble que je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens avec ce que je fais comme recherche et que je voulais partager avec vous là-dessus peut-être. Alors, quel est l'état de ce domaine-là? Déjà, pour ceux qui sont des nuls comme moi, peut-être, qui sont en train de nous écouter, on commence par le jardin, l'apprentissage. Okay. C'est-à-dire qu'il faut comprendre très bien que l'insécurité alimentaire est liée à la vie sociale, à la vie de tout le monde. Si vous voyez bien le pyramide de Maslow, vous voyez bien que tout ce qui est besoin de base inclut principalement de l'alimentation. Oui. Alors, si on se retrouve dans l'insécurité alimentaire, ça déstabilise toute la vie sociale des familles, tout le fonctionnement de l'humain. Tout le fonctionnement de la personne est déstabilisé. Une personne qui n'est pas bien alimentée, qui n'est pas bien nourrie le matin, il ne va pas bien passer la journée. Oui. Pas de concentration à l'école pour les enfants, pas de concentration au travail pour les adultes et pas de tranquillité pour les aînés qui sont dans toutes les maisons. La sécurité alimentaire, c'est la vie même. Donc la sécurité alimentaire est un facteur de la stabilité ou de l'instabilité? C'est un enjeu très important qui est un facteur de stabilité sociale. Oui. Alors, c'est ça qui relie à mes recherches. Donc, tout ce qui est sécurité sociale, il faut les relier, entre autres, à tout ce qui pourrait avoir lien avec l'insécurité alimentaire. Et donc, depuis que vous avez commencé, quel est l'état de lieu? Qu'est-ce que vous avez constaté? Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille je suis dans la pratique même de la sécurité et l'insécurité alimentaire. J'ai compris que c'est un enjeu qui n'est pas proche d'être vraiment complètement cerné, que ce soit du point de vue communautaire, que ce soit du point de vue municipal ou du point de vue provincial. Et même fédéral? C'est fédéral, oui. Je pense que c'est encore un long chemin, une route longue à compléter vraiment. Je travaillais avec la province, je travaillais avec aussi le fédéral au niveau de Banques alimentaires Canada. Je travaillais avec Banque alimentaire Québec aussi au niveau provincial et au niveau régional, comme je le disais, j'étais aussi je suis ancien directeur général de Moisson Outaouais, qui lutte contre l'insécurité alimentaire. Alors, c'est tous les enjeux qui sont reliés à la pauvreté. Et quand on parle aux enjeux reliés à la pauvreté, mais on voit que c'est relié à beaucoup de champs de vie des personnes. Donc, manger, se loger, travailler. Un exemple tout simple, mais regardez quand la COVID a commencé, qu'est-ce que vous avez remarqué à la télévision? Les étalages de toutes les épiceries étaient vides.
Les gens voulaient faire des provisions. Oui. Quand il y a la guerre, on veut d'abord faire des provisions. Qu'est-ce qu'on va manger demain, après-demain? C'est ça. Qui veut préparer son voyage, il va d'abord penser à l'alimentation. Qui veut aller à l'école, qui veut travailler, tout ce que nous voulons faire, il faut d'abord penser à l'alimentation. Si vous n'avez pas une bonne alimentation, vous n'avez pas une bonne éducation, vous n'avez pas une bonne vision de ce que vous allez faire dans les recherches, dans le travail. On est fragile. On est très fragilisé par l'insécurité alimentaire. Alors, si la vie est fragilisée par l'insécurité alimentaire, il faut remonter à la base, à la naissance. Le premier geste que l'enfant fait après la naissance, quand il a pleuré, l'enfant doit boire, c'est ça. téter. Il va chercher le sein de sa maman. Il ne va pas se retrouver à la bibliothèque, mais il va se retrouver à côté des mamans pour aller prendre le lait maternel. C'est l'alimentation qui nous donne toutes ces forces-là. Donc je pense que c'est très important de voir que la stabilité sociale même, la stabilité communautaire est reliée à l'alimentation de base. Vous voyez combien il n'y a pas eu de guerre dans le monde à cause de l'alimentation. À cause de l'alimentation. Et dans votre champ d'expertise, les gens qui viennent, et ce que vous avez constaté, ces gens viennent de quel domaine en particulier ou de tous les domaines? Ben, vous voyez, alors l'insécurité alimentaire, ça touche tout le monde. Prenons le cas des tornades. Quand il y a eu des tornades ici, les gens qui ont été délogés, riches ou pauvres, les gens étaient touchés par l'insécurité alimentaire. Ce qui fait que la ville, la province, tout le monde devrait s'impliquer pour essayer de résoudre le problème. Donc l'insécurité alimentaire, ça touche tout le monde. Ça dépend des circonstances, ça dépend des moments, ça dépend des lieux. Et donc, il faut se préparer, il faut s'outiller. C'est-à-dire que l'insécurité alimentaire doit appeler à la collaboration. Ça doit appeler à ce qu'on appellerait vivre ensemble. Vivre ensemble, Vivre ensemble. Donc, quand vous devez lutter contre l'insécurité alimentaire, vous devez collaborer. Vous devez vivre ensemble. On ne peut pas lutter contre l'insécurité alimentaire dans un esprit d'isolement. C'est ça, on ne peut pas travailler seul, jamais. Comme je dis, quand il y a des crises alimentaires, quand il y a de grandes crises sociales, on voit que tous les secteurs se mettent ensemble. La politique, le social, le médical, tout le monde se met ensemble pour lutter contre ces fléaux-là. Juste un petit exemple encore, quand il y a eu la famine en Éthiopie, ça fait des années, il y a eu tous les acteurs américains qui ont fait une chanson, We Are the World. Alors cette chanson-là a été vendue et la vente impliquait les transactions commerciales, il y a eu des banques qui se sont impliquées, alors il y a la politique qui s'est impliquée, c'est toutes les sphères possibles. Et tout est relié. Tout est lié juste à l'alimentation qui était en ce moment-là un objectif, mais l'alimentation peut aussi être une base. Donc c'est dans les deux sens. C'est très important. Donc, et donc tout est associé à... on a des messages ces derniers temps que certains enfants vont à l'école sans avoir leur petit déjeuner et tout. Cette insécurité-là peut partir de la maison, peut partir du cadre familial. Et comment est-ce que vous avez trouvé les moyens pour en faire face, parce que le problème continue à exister? Mais quand on parle tout justement des enfants qui vont à l'école sans vraiment l'alimentation nécessaire, il faut penser d'abord au pourquoi. Pourquoi est-ce que cela arrive? Et on sait très bien qu'il existe un des grands facteurs, c'est la pauvreté. Qu'est-ce que vous avez constaté au sein de cette pauvreté-là dans certains cas que vous avez eu à gérer? La pauvreté a beaucoup de visages. C'est difficile de dire une chose sur la pauvreté. La pauvreté a beaucoup de visages. La pauvreté peut avoir son origine peut-être dans le manque d'éducation, qui entraîne le chômage parce qu'on n'a pas assez d'éducation pour trouver un travail décent. Ça peut aussi être lié à l'immigration. Vous arrivez, vous avez des formations qui ne vous donnent pas l'accès à l'emploi qui se fait. Ça peut aussi être la discrimination. Ça peut être tout simplement parce que... Les inégalités sociales. Tout ce qui est vraiment des mots M-A-U-X, des mots sociaux qui font que la pauvreté peut engendrer cet état de choses. Alors, si la pauvreté peut engendrer cet état de choses, c'est qu'on peut aller à l'alimentation qui touche tout justement les enfants qui vont à l'école sans une alimentation adéquate. Mais il y a des programmes. Donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut que les forces vives de la communauté puissent s'impliquer. Il faut qu'ils puissent vivre ensemble, qu'ils puissent travailler, collaborer, que la ville travaille avec la province, que la province travaille avec les donateurs, avec les entreprises, avec les municipalités, que ça travaille avec des bénévoles, que ça travaille avec tout le monde, avec des écoles et avec des parents à la base. Et ces parents-là vivent dans des communautés différentes.
comme des communautés qui sont d'origine asiatique, d'origine africaine. Alors, ça implique aussi une certaine façon de vivre dans la société. Donc, le vivre ensemble est toujours interpellé. Le vivre ensemble est toujours interpellé parce que le vivre ensemble, moi, les modèles de vivre ensemble, c'est le village. Moi, j'ai grandi au village. Le vivre ensemble, c'est le village où tout le monde se réveille le matin chez soi d'abord chez soi avec sa propre vision de la chose, et ensuite on se retrouve en communauté au village. Tout le monde partage. Alors les partages. Comment on fait ça? Ok, les partages, c'est beaucoup de façons de partager. Les partages, et quand ici je parle de l'insécurité alimentaire, ça prend un partage. Ça prend que ceux qui en ont plus puissent partager avec ceux qui en ont moins. Le partage des ressources. Le partage des ressources, le partage des connaissances, le partage aussi d'idées. Comme au village, on se partage aussi le peu qu'on a. Si je manque du sel, je manque de l'huile, le voisin, la voisine peut me donner. Dans l'idée des fermes communautaires ou des choses comme ça. Exactement. Et ici, dans la société canadienne, dans la société occidentale, je pense que le partage se fait d'une façon un peu plus simple. Parfois, il y a des dons qu'on donne pour donner à ceux qui n'en ont pas. Et ces dons-là doivent être canalisés sous une certaine forme. Donc, le vivre ensemble, ça prend une collaboration, ça prend une communication usuelle et une communication très courante, une communication régulière. Ça prend une entente, ça prend un certain respect entre les gens. Il faut respecter ceux à qui on donne, ceux qui sont dans les besoins. Et il faut respecter aussi ceux qui donnent. Alors, c'est un sacré beau mélange. Exactement. Alors, c'est un mouvement de va-et-vient entre le donateur et la personne qui reçoit les dons. Et ces mouvements-là est impliqué dans un chaînon qui met ensemble le respect, la collaboration, comme je l'ai dit, et surtout, c'est le dialogue qu'il faut. Il faut le garder, le dialogue. Il faut regarder le dialogue dans le vivre ensemble. Le dialogue doit être la base, tout justement, du vivre ensemble dans notre communauté, parce que si on ne dialogue pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que le dialogue n'est pas possible. Et pourquoi est-ce que le dialogue n'est pas possible? Parce qu'il y a peut-être manque de communication, il y a peut-être égoïsme. C'est ça, le canal de communication est Le canal de communication, on n'utilise pas les bons canaux de communication, on n'utilise peut-être pas la meilleure façon de communiquer. Moi, je peux avoir un besoin et je peux l'exprimer peut-être en cassant les vitres, en faisant du dégât pour attirer l'attention. Ou alors, je peux y aller d'une façon un peu plus douce, logique, en disant que, écoute, je viens, voici mon problème, voici ce que je demande, voici ce dont j'ai besoin, comment est-ce qu'on peut trouver ça ensemble? Alors, la question peut inciter l'autre à collaborer. Donc, la façon de communiquer, c'est très important dans notre communauté, que ce soit dans la communauté d'où je viens, la communauté africaine, puis moi j'ai grandi au village. C'est justement le respect d'abord. Voilà, et ce respect, on vous demande on va s'arrêter là, on va prendre une courte pause, vous restez scotché. On revient après la pause avec la suite de cette belle conversation avec M. Armand Kayolo, donc qui est ancien directeur de Moisson Outaouais et également chercheur associé à l'Université d'Ottawa. Restez là. De retour après la pause, je suis toujours en conversation avec M. Armand Kayolo, donc chercheur associé à l'Université d'Ottawa et ancien directeur de Moisson Outaouais. On a tellement parlé de plein de choses, de cette insécurité alimentaire, de la sécurité sociale, des facteurs, des domaines sur lesquels on se dirait qu'il n'y a pas de corrélation, où des domaines ne sont pas liés, mais alors que c'est la base même de tout ce que nous faisons. Et pendant la pause, on se disait, c'est la raison pour laquelle même quand on travaille, il y a des lieux, des pauses, des moments de pause pour recharger les batteries, manger une petite croûte. Et ces choses ne sont pas, c'est pas le fait du hasard. Non, ce n'est pas le fait du hasard. Comme je disais, c'est qu'au niveau du Canada, il faut savoir que la lutte contre l'insécurité alimentaire est centrée sur des
des structures qu'on appelle de banques alimentaires. Les banques alimentaires, oui. Alors, ce sont ces structures-là qui sont vraiment le point d'attache pour la population qui chercherait la nourriture. La nourriture et de l'aide. C'est ça. Mais à un autre niveau, il y a aussi les écoles dont on parlait avec peut-être des enfants et des jeunes qui vont à l'école sans alimentation adéquate. Sans avoir de lunch. Alors ça a de l'impact sur l'avenir de cette jeunesse. Et cette jeunesse qui est notre avenir. C'est cette jeunesse qui, demain, se prendrait en charge. Mais alors, il faut qu'ils aient des bonnes bases scientifiques, des bonnes bases intellectuelles. Et toutes ces bases intellectuelles et scientifiques ont besoin de l'énergie corporelle et vitale. Et cette énergie corporelle prend d'abord source dans l'alimentation. Donc, c'est pour dire que les banques alimentaires au Canada sont le point de repère, s'il faut le dire, de ce qu'il y a comme lutte contre l'insécurité alimentaire. Elles sont là, elles sont disponibles et presque dans certains endroits attitrés, mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui sont au courant et qui savent comment aller chercher de l'aide. Bon, alors il existe en Ontario, même au Québec aussi, comme en Ontario, il y a des centres de ressources communautaires. Oui. Je parle bien des centres de ressources communautaires et non pas des centres communautaires. C'est toute une grosse confusion là. Les centres communautaires sont des centres récréatifs. Les centres de ressources communautaires, ce sont des centres où on peut aller trouver toutes sortes de ressources. Et le terme ressources est important. Le mot ressources est très important. Alors, ce qui fait que les gens peuvent aller dans ces centres-là. Ces centres-là ont toute l'information pour aiguiller les gens dans les besoins. Les gens qui ont des besoins relatifs à l'immigration, à la santé, à toutes sortes d'orientations sociales. Ces gens-là, ils peuvent trouver ces informations-là dans des centres de ressources communautaires. Donc, écoutez bien ce mot-là, le centre de ressources communautaires. Si vous avez un besoin, c'est à partir de là où vous allez. C'est ça. Et il en existe plusieurs, beaucoup dans Ottawa, avec une grande coalition. Et au niveau du Québec, à Gatineau par exemple, il y a le CLSC et il y a aussi beaucoup d'organismes communautaires. Alors, ce qui fait que les gens peuvent appeler la ville. En appelant la ville peut indiquer aux gens où se trouvent ces ressources. Et quand ils appellent la ville, c'est important d'exprimer clairement exactement le dans besoin, quel domaine vous cherchez, quel domaine ils ont besoin de l'aide. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que je parlerai de la communauté... et pour les communautés immigrantes africaines, par exemple. Et voilà, c'est ça. La communauté d'origine immigrante, il y a un problème culturel. Le problème culturel, c'est que dans certaines cultures, aller demander la nourriture, c'est une honte. Bon, même pour ici aussi, parce qu'il existe des philosophies qui font que la personne qui demande la nourriture, c'est une personne qui peut-être en situation de vulnérabilité. Voilà, qui ne travaille pas. Pourquoi pas. Alors qu'il peut y avoir beaucoup de raisons pourquoi la personne se retrouve dans cette situation. Et comme je dis, l'insécurité alimentaire touche tout le monde. Donc, il ne faut pas avoir honte quand on est dans une situation de passage où on se retrouve dans soit l'insécurité alimentaire ou qui va créer la sécurité sociale. Et c'est là où le vivre ensemble devient important. Parce que dans les centres où il y a toutes ces ressources-là, ou dans les banques alimentaires, ou bien dans des centres, des organismes communautaires qui livrent de la nourriture ou qui aident à la lutte contre l'insécurité alimentaire, c'est qu'il y a une grande collaboration. Une collaboration avec des entreprises locales, une collaboration avec des écoles, une collaboration avec les personnes au niveau politique, une collaboration avec les bénévoles, une grande collaboration qui fait que c'est toute une organisation pour parvenir à lutter contre l'insécurité alimentaire. Alors, ce qui fait que l'insécurité alimentaire, c'est un enjeu très important actuellement dans nos régions. Ça ne fait que vraiment s'accentuer et c'est de plus en plus reconnu comme quelque chose d'essentiel. Donc, il faut sortir du fait que, on a honte et culturellement, c'était peut-être pas les habitudes dont on était habitué à avoir par rapport à chaque milieu a sa façon de se comporter, comme on dit l'adage. À Rome, tu te comportes comme... c'est ça, oui. Quand vous allez dans un pays où on danse à gauche, il faut danser à gauche. Si on conduit à droite, vous conduisez à droite. C'est ça. Mais en même temps, M. Kayolo, parfois on a la mauvaise presse qui dit qu'il y a du gaspillage alimentaire.
C'est quand même justement, c'est pour des ça que restaurants qui jettent de la nourriture ou des organismes qui disent non, on ne vous donne pas cette nourriture parce qu'il faut, Le gaspillage alimentaire, c'est un problème d'abord, je peux dire, culturel aussi et puis structurel. Ouais. Un problème culturel dans ce sens qu'il y en a qui aiment avoir la table bien garnie. Si vous êtes à 5 à table, mais vous n'allez pas avoir 50 kilos de nourriture à table pour 5 personnes, oui. c'est trop. Ouais. Il faut savoir calculer, mais il y en a qui se disent que plus on a, mieux c'est. Mieux c'est, oui. Alors que si on n'a pas tout terminé, ça finira à la poubelle. À la poubelle. Ça finira donc à être gaspillé. Oui. Donc il faut une gestion un peu plus réglementée de l'alimentation. Oui. De l'autre côté, c'est que ceux qui donnent aussi, ils donnent selon la demande. Oui. Alors, dans nos banques alimentaires, la demande est très, très haute, ce qui fait que les gens vont donner. Mais les gens qui fréquentent la banque alimentaire, il y en a qui, parfois, ont honte d'y aller. Ce qui fait que ceux qui vont dans des banques alimentaires, c'est vraiment un pourcentage qui ne reflète pas la réalité sur le terrain. Alors, c'est vraiment là où les gens... Il y a la nourriture dans les banques alimentaires parfois, mais les gens n'y vont pas parce qu'ils ont honte. Oui. Ou peut-être qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent aller trouver à manger. Et j'espère que vous n'êtes pas de ceux-là, peut-être vous êtes de ceux peut-être qui n'avaient pas l'information. Parce que maintenant, l'idée de l'émission, c'est de vous permettre d'avoir accès à cette information-là et d'être capable de non seulement l'utiliser pour vous et puis pour les gens qui sont en demande. C'est ça, oui. Et pour pallier le manque d'approche vers des banques alimentaires parce qu'il y a l'effet culturel, il y a la honte. Oui. Je pense que certains organismes ou bien certaines organisations locales, comme des communautés d'origine immigrante africaine, peuvent s'organiser à leur façon. Je donnerai l'exemple du centre communautaire de la Somalie, le communauté somalien, c'est dans le sud d'Ottawa. Oui. Ils ont leur propre organisation. Alors là, ils se retrouvent entre eux. C'est facile que les gens puissent s'aider. Ils n'ont pas honte parce qu'ils parlent la même langue et puis ils ont les mêmes habitudes. Et ils ne sont pas exposés à des âgés où les gens vont le voir. Et il y en a qui vont d'une façon plus calme. Alors maintenant, ces communautés-là, ils doivent avoir une organisation solide, comme la communauté somalienne. Ils doivent avoir une organisation solide. Et bien sûr que dans une organisation, les mésententes ne manquent pas, les différences ne manquent pas. Ça, c'est ce qui fragilise tout justement nos communautés, comme les communautés africaines. Vous êtes d'origine camerounaise, je ne connais pas beaucoup, mais dans la communauté congolaise dont je suis originaire, il y a aussi des difficultés dans l'organisation de certaines facilité sociale dans ce sens-là. Alors, les communautés ou la communauté congolaise est en train de s'organiser d'une façon très efficace. Bravo. Et que dans ce sens-là, le projet d'une maison communautaire congolaise est un projet que j'ai trouvé dans les plans stratégiques du conseil d'administration que la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau a lancé dimanche dernier. Donc, dans les plans d'action, il y a donc la création d'une maison congolaise. Et je vais préciser que ce projet-là, c'est un vieux projet qui date de plus de 10-15 ans, en effet, qui revient, et que c'est un projet qui appartient à la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau, une communauté qui existe depuis plus de 32 ans. Alors, cette maison va avoir beaucoup de services, dont le service d'aide alimentaire. Et un service d'aide alimentaire adapté à la culture, la spécificité. Spécifiquement pour les Congolais, et puis les Africains et ceux qui peuvent y aller, tout le monde. Alors, mais pour avoir ce genre de points d'attache, ça prend une collaboration, ça prend une entente, ça prend une communication, un dialogue avec les gens pour gérer les différentes crises qui existent. Alors, il faut que les gens s'assoient ensemble et gérer cela. Pour certains, vivre ensemble, c'est intégration, égale intégration. Pour d'autres, c'est inclusion. Et voilà. Alors, quand on parle d'intégration, écoutez, quand les sels se diluent dans l'eau, c'est de l'intégration. On ne sait plus distinguer l'eau et le sel. Ça, c'est vraiment l'intégration. Le sucre, pareil. Hein? Exactement, le sucre et le sel. Sauf maintenant, quand on parle il y a intégration et puis... Inclusion. Inclusion. L'inclusion, tout justement, c'est le vivre ensemble. Inclure, c'est mettre tout ensemble. Exclure, c'est disperser, ça, c'est le Big Bang. Bon, alors, écoute, nous allons vers l'inclusion. L'inclusion signifie on se respecte. L'inclusion, on se comprend et on se parle.
Et l'inclusion, ça signifie on échange. On échange dans un cadre respectueux, dans un cadre de l'écoute de l'autre. Ouais. S'il n'y a pas écoute, ça ne marche pas là. Le vivre ensemble, c'est une forme d'héritage qu'on amène et qu'on transporte avec l'autre. Est-ce qu'il y a des limites au vivre ensemble? Oui, nos limites de vivre ensemble, c'est l'intolérance, ouais, l'égoïsme, ouais, et surtout l'arrogance. Alors, ce sont quelques limites, là, il y en a beaucoup. Et les moyens? Les moyens, c'est justement les dialogues, oui, le respect et l'écoute mutuelle. Alors, quand on s'écoute, on trouve des solutions ensemble, on va combattre tout ce qui est problème commun, et aux problèmes communs, il faut des solutions communes. En terminant, ce sont les dernières questions, une image. Une image, moi je prendrais, je ne connais pas le musicien qui a chanté ça, c'est une chanson qui disait « Prendre un enfant dans les bras », quelque chose comme ça. Alors quand vous prenez un enfant, ça dit que vous prenez déjà à la source de la société, l'enfant, vous grandissez avec, vous lui montrez le chemin, donc et les vieux, et les adultes, et les parents, et les enfants sont ensemble, donc vous pouvez conduire la jeunesse vers l'épanouissement, vers l'évolution, voilà, et vers la solution sociale. En 30 secondes, un objet et un homme et une femme, symbolisant le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est Mandela. Ouais. Mandela a vécu toutes sortes de problèmes et quand il est sorti de la prison, il a invité tout le monde à vivre ensemble et vous voyez qu'est-ce que l'Afrique du Sud est comme puissance économique, puissance sociale, c'est qu'il a uni tout le monde, il n'a pas divisé mais il a uni tout le monde, peu importe ce qu'il a vécu. Mandela, c'est vraiment mon icône. Après Mandela, il y a aussi Martin Luther King, oui, et puis il y a Indira Gandhi. Indira Gandhi, en tout cas, Armand Kayolo. On vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous parler. Ancien directeur de Moisson Outaouais, professeur associé, donc chercheur donc, à l'Université d'Ottawa. Donc on vous remercie infiniment et on espère que vous avez bien apprécié cette émission. Restez à l'écoute des programmes de Rogers. À la prochaine, au revoir.